son incarcération après un procès rocambolesque, voilà, incarcéré, puis libéré provisoirement au mois donc de mars, je pense, c'est ça, mars-avril 2022 est décédé en septembre. Et ensuite, on parlera aussi d'un sujet d'actualité, croyons-moi. Si c'était donc il y a quelque temps, je n'aurais jamais mis ce sujet sur la table. Mais au vu de ce qui se passe, hein, croyez-moi, tout est bien donc de prendre toutes les déclarations qui viennent de certaines personnes que nous ne considérons pas, ne penserons pas, un peu au sérieux. Voilà. Alors, une petite minute, un peu au sérieux. Alors, avec tout ce qui est en train donc de se passer, ladies and gentlemen, la situation ivoirienne devient un peu plus compliquée que je ne le pensais. Cette déclaration donc de Konaté Aboubakar, que nous n'allons pas prendre pour argent comptant, hein, c'est clair, parce que des déclarations qui viennent donc des rebelles, il faut faire attention. Mais au vu de l'actualité, au vu donc de ce qui se passe, ladies and gentlemen, I believe we got no choice. Nous devons donc considérer un peu les propos de Konaté Aboubakar, homme de la rébellion. Alors, de quoi s'agit-il, cher ami? C'était une déclaration qui courait donc les journaux il y a pratiquement quelques temps. Mais au vu de l'actualité, nous avons revisité ces déclarations et le propos de M. Konaté Aboubakar. It is chilling. Yeah, chilling. Chers auditeurs, aujourd'hui, donc, je vais donc vous parler donc d'une confidence explosive attribuée à Konaté Aboubakar. Disons, nous l'avons écouté, mais actuellement, c'est mieux de prendre beaucoup de choses avec les pincettes. Proche de Soro Guillaume, et selon lui, hein, tous les différends entre Soro Guillaume et M. Alassane Dramane Ouattara reposent sur une seule chose, l'ambition donc de M. Ouattara de rester président. L'ambition de M. Ouattara de rester président et surtout à vie. Oui, vous l'avez bien entendu, à vie. M. Ouattara veut rester président à vie. Selon donc les propos de M. Konaté Aboubakar, voilà le différent entre Soro Guillaume, selon lui, et M. Ouattara. M. Konaté Aboubakar raconte que M. Ouattara aurait donc proposé à Soro Guillaume de renoncer à toute candidature et de se rallier à lui, avec une promesse, ou plutôt l'illusion, de lui transmettre donc le pouvoir un peu plus tard. Et il aurait donc le même dit contrairement. Il dit, c'est ce qu'il dit, il dit, tant que je suis président, ni Gbagbo, ni Bédié, ni le PDCI-RDA ne reviendront donc au pouvoir. Je reprends, selon donc M. Konaté Aboubakar, M. Ouattara aurait donc dit à M. Soro Guillaume que tant que lui, il est président, ni Laurent Gbagbo, ni Bédié, ni le PDCI-RDA, c'est-à-dire tout candidat du PDCI-RDA, ne reviendront donc au pouvoir. This is what's going on here. Ladies and gentlemen, face à cela, Soro Guillaume lui aurait répondu non, qu'il n'a pas vraiment envie que toute la population se retourne contre eux. Un non ferme de M. Soro Guillaume, motivé donc par l'honneur et la conviction que ce marché était donc très dangereux. Et c'est ce non, selon lui, qui aurait donc déclenché donc la rupture. Dès lors, M. Ouattara, ne supportant pas donc la contradiction, aurait donc engagé donc une véritable guerre pour l'écarter. Attaque politique, campagne de discréditer, de salir son image et même deux conditions humiliantes pour une réconciliation que selon eux, M. Ouattara aurait donc proposé donc à Soro.
Alors, la première condition donc annoncée, c'est publiquement que M. Soro Guillaume ne serait pas donc candidat à l'élection présidentielle, et ensuite présenter des excuses publiques et réintégrer le RDR. Soro aura refusé donc le bras de fer est devenu donc total. Voilà un peu, selon M. Konaté Zia Aboubakar, le vrai différent qui oppose M. Soro, M. Ouattara et M. Soro Guillaume. Alors, mes amis, je le dis donc clairement, sans prendre pour argent comptant tout ce que dit un ancien rebelle, un ancien chef rebelle, mais les agissements de M. Ouattara contre le PDCI-EDA et contre M. Tidiane Thiam, ainsi que sa volonté apparente de s'accrocher au pouvoir, donne quand même une certaine crédibilité aux propos de M. Konaté et Aboubakar. À vous même de juger et puis donner votre point de vue. Cher ami, la politique, c'est aussi cela. Des vérités qui dérangent et des silences qui en disent long. Voilà un peu en ce qui concerne donc les confidences, ladies and gentlemen, de M. Konaté Zia Aboubakar. Alors, revenons un tout petit peu, cher ami, hein, sur donc, une analyse. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Habituellement, je ne prends pas pour dire des agissements donc, des rebelles. Mais au vu de ce qu'il a dit, est-ce qu'au vu de ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on ne peut pas accorder un petit crédit à ce qu'il a dit? Il a dit hein, déjà, il y a pratiquement 4 à 5 ans, hein, vous comprenez, hein, ce qu'il a dit. Au vu de ce que nous sommes en train de voir, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, écarter Gbagbo, écarter le PDCI, écarter Tidiane Thiam. Est-ce que M. Konaté Zia Aboubakar n'a pas eu raison? Ladies and gentlemen, la volonté, selon lui, de M. Ouattara, non seulement de mourir au pouvoir, et de tout faire que ni Gbagbo qui a été son bienfaiteur, en guillemets, parce que sans Gbagbo, il ne serait jamais candidat. C'est Gbagbo qui a pris l'article 48 hein, pour faire en sorte que M. Ouattara, ni Bédier, qui a permis à M. Ouattara donc d'arriver au pouvoir, ne seront encore présidents dans ce pays. Voilà un peu donc les confidences que, selon M. Konaté Zia Aboubakar, M. Ouattara aurait donc, c'est à M. Soro, et que M. Soro aurait donc refusé. Alors, parlons donc du dossier de M. Jacques Mangou. On va aller donc très rapidement, hein, cher ami les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Habituellement, hein, comme je le dis, cher ami, je ne prends pas pour agent comptant des propos donc, des rebelles, c'est clair. Mais là, avec ce qu'il a dit il y a pratiquement 3-4 ans, hein, 4 ans, je pense, 4 ans, 4-5 ans. C'était donc avant donc, les élections présidentielles de 2020. Vous comprenez? Donc, il a dit même avant 2020 ou bien pendant 2020, l'année 2020, je pense très bien. Donc, il y a 5 ans. Et au vu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, hein, est-ce qu'on ne peut pas accorder un peu de crédit à ce qui a été dit, ladies and gentlemen? Alors, chers amis, parlons donc du dossier donc Jacques Mangoua, hein, pour tous ceux qui nous suivent. Le profil et le contexte certainement politique de cette histoire rocambolesque qui fait couler beaucoup d'encre des salives, qui a fait couler beaucoup d'encre des salives déjà. Et ensuite, après donc la nomination donc, du procureur donc, de Boaké, celui qui a poursuivi M. Jacques Mangoua comme le procureur donc, du plateau, et avec ses dernières déclarations donc, de poursuivre tout Ivoirien, je dis bien tout Ivoirien, qui dira étranger ou Mossi. Cela donc nous amène à nous poser beaucoup de questions. Alors, M. Jacques Mangoua était donc vice-président, je vous dis bien, vice-président du PDCI-EDA, président du conseil régional du Béquet, élu donc en octobre 2018. Personnalité, donc il était très influent au centre du pays, proche du Bénin, de Bédier. Il venait donc de remporter donc largement les élections donc régionales, mais n'avait jamais réellement pu exercer dans des contextes donc de tension avec le régime du RDR devenu RHDP. Quelques mois avant son arrestation, il avait donc engagé donc un audit sur la gestion donc financière antérieure donc du conseil régional, ce qui lui aurait donc valu donc des vives inimitiés locales et nationales, et même, certains parlent même de menaces. Vous comprenez? Donc, quand il a été élu donc en 2018, il a décidé d'en engager donc un audit donc, sur la gestion
de, de l'ancien président du conseil donc, régional, et ce qui a fallu, donc, si vous voulez, des critiques et même quelques menaces. Donc, ça, c'était déjà en 2018 quand il a été élu. Hein. Là, c'est Jacques Mangwa. Donc, retenez un peu cela. Il a été donc menacé en guillemets. Donc, les faits selon donc, les accusations. Donc, en septembre, il a été élu donc en 2018 déjà. Il n'a pas eu réellement le temps de travailler. Déjà en septembre 2019, cher ami, découverte donc par son gardien, son vigile, donc de munitions, on parle donc de 991 munitions de cartouches d'armes de guerre, selon eux, de 49 cartouches calibre 12 et de 40 machettes, voilà, dans sa résidence à Nguissankro. L'information, donc, si vous voulez, raconte euh, remonte donc à la gendarmerie, donc par le chef donc, et le préfet, après l'appel donc de M. Jacques Mangwa lui-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le vigile donc de M. Jacques Mangwa découvre étrangement 2 colis. Alors, quand vous voyez bien, regardez bien, je vais essayer de vous comprendre. Il a une maison, une grande maison, avec des clôtures de près de 2 mètres, c'est clair. On parle à peu près 1 hectare même d'ailleurs, la cour. Et dedans, il y a sa grande maison. Et derrière sa grande maison, il y a une niche. Une niche. Alors, le vigile découvre dans la niche, étrangement, 2 colis. Et il appelle donc le petit frère donc, de M. Mangwa et qui lui dit, voilà ce qui se passe. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Et le petit frère automatiquement appelle M. Jacques Mangwa, qui n'était pas donc arrivé donc, au village depuis le mois d'avril 2019. Depuis avril 2019, il n'était pas encore arrivé parce que là, nous sommes au courant de septembre. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, pendant 5 mois, M. Jacques Mangwa n'était pas allé au village. Vous comprenez? Il n'était pas allé au village. Et son vigile découvre subitement le gentleman, le coulé qu'il appelle son frère. Son frère appelle donc monsieur Mangwa qui lui dit, moi, automatiquement, il faut alerter donc la gendarmerie. C'est fait là. C'est tellement important ici donc, de comprendre ce qui est en train de se passer. Le procureur donc, de la République de Côte, M. Koné Brahman, le même, ouvre donc une procédure donc, de flagrant délit pour détention donc, illégale donc, de munitions qualifiées donc, d'infraction matérielle. Peu importe l'intention, il suffit que l'objet soit trouvé donc, chez vous. Donc, voilà ce qui se passe. M. Jacques Mangwa découvre étrangement 2 colis. Il appelle donc la gendarmerie. On a l'aide de le procureur. Le procureur dit, on s'en fout. C'est toi qui nous as alertés, mais on s'en fout. Le colis se trouve chez toi, donc c'est toi qui es responsable. Le monsieur n'était jamais allé au village pendant au moins 5 mois. Vous comprenez? On découvre un colis, on dit, vous êtes responsable. Automatiquement, donc il y a la condamnation donc, en première instance. Après un procès rocambolesque, on a vu donc une partie de la population s'est soulevée un peu à baquer et tout ça. Il a été condamné donc en première instance de 5 ans de prison. Ensuite, 5 ans de privation donc, de ses droits civiques et on parle aussi donc d'une amende de près, donc je pense, 5 millions donc, de francs CFA. Voilà un peu en ce qui concerne donc de ces faits, comme il y a dit. Donc les arguments donc, de la défense dans cette affaire, c'est clair. Dans ce dossier, pas donc de lien matériel, c'est ce que les arguments disent, mais ce Mangwa n'était pas sur place pendant donc plusieurs mois. Depuis le mois d'avril, le monsieur n'était jamais allé au village. Vous comprenez? Il faut vérifier depuis le mois d'avril, monsieur Jacques Mangwa n'était pas allé au village. Il y a eu donc un signalement volontaire. C'est lui-même qui a donc alerté les autorités. Un comportement, j'allais dire, incohérent avec l'idée même de cacher donc des armes. Imaginez-vous, comme le disait même son avocat, moi je découvre, ma soeur Eugénie, vous découvrez derrière votre maison des colis bizarres. Vous appelez la gendarmerie. Et le procureur dit, non, ces colis sont chez toi, on s'en fout. Mais c'est vous qui nous avez appelé, on s'en fout. Ces colis vous appartiennent. Donc, automatiquement, vous êtes responsable. Et automatiquement, le monsieur est traduit devant donc la justice. Et il est condamné à 5 ans. Je vous avais dit antérieur qu'il avait donc remporté des élections donc en 2018. Et en 2018, les gens n'étaient pas du tout contents.
il avait demandé l'audit sur la gestion de l'ancien président du conseil régional. Il y a eu des cris au niveau donc, du RDR devenir RHTP. Il y a eu donc la pression du RDR devenir RHTP pour qu'il rejoigne le RDR devenir RHTP. Ce qu'il a refusé d'ailleurs. Il était vice-président donc, du PDCI RDR. Vous comprenez? Et ensuite, les avocats disent, le lieu visible, le monsieur a une grande cour, il a une grande maison. Et dans la maison, je suppose même qu'il y a même des magasins à l'intérieur de la maison. Mais entre nous, chers amis, vous prenez des armes comme ça, comme eux-mêmes disent des armes de guerre, et vous allez laisser ça dans une niche où il n'y a pas de porte derrière. C'est ce que ça make sense. Alors que vous avez une grande cour et un magasin dans la cour. Vous avez une grande maison, il y a un magasin dans la grande maison. Si vous n'allez pas mettre au moins ces armes-là, depuis qu'on met les armes de guerre à l'air nu? Depuis quand? Donc, le lieu est visiblement de ces munitions était, donc, si vous voulez, donc, dans un endroit accessible et non dissimulé donc, dans la chambre ou quelque part, ou bien dans la maison. Il n'y a pas de preuve donc, de possession, aucune trace de manipulation et de complice établie. Danger, donc, si vous voulez, d'une infraction pure et matérielle. Voilà. Si on jette donc une arme par-dessus donc le mur, donc vous êtes coupable. Donc, si je comprends bien dans cette situation, Madame Eugénie, si aujourd'hui quelqu'un derrière, dans votre cour, il jette une arme dans votre maison, dans votre cour, vous comprenez? Et qu'aujourd'hui la police vient de couvrir ça, ah non, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. C'est-à-dire, on ne cherche même pas à savoir, vous êtes coupable. Si ça, c'était au moins dans la maison de M. Mangwa, j'allais d'accord. Vous comprenez? Dans la maison. D'abord, dans la cour, on peut engager la responsabilité un tout petit peu de M. Jacques Mangwa, puisque c'est dans votre cour. Vous comprenez? Mais étant donné que ça est déjà à l'air, il faut d'abord mener des enquêtes, savoir des motivations. Où était M. Jacques Mangwa? Était-il venu donc au village pendant donc 7 ans? Le monsieur était absent pendant 5 mois. Parce qu'il était en campagne en 2018, des campagnes, tout ça. Il résidait à Abidjan. Vous comprenez? Et voilà comment M. Jacques Mangwa automatiquement a été condamné 5 ans. Donc, pour la défense, donc, cette affaire donc, est un complot politique destiné donc, à écarter un élu gênant, lui retirer donc ses droits civiques et mettre le conseil régional sous tutelle, ce qui s'est réellement passé après. Le conseil régional a été mis sous tutelle. Voilà. Et donc, vous voyez donc des zones d'ombre, donc des contradictions qu'on voit dans ce dossier. Il a donc une persécution à son absence. Voilà. Il n'était pas là parce qu'il était là depuis 5 ans, 5 mois, il n'était pas présent. Automatiquement, on engage une perquisition chez lui, sans qu'il ne soit lui-même présent, sans qu'il ne soit là, mais donc en présence donc, de proches et donc du chef du village. Il y a donc traçons pas donc de fractions signalées par des proches. Des proches, M. Chose, on dit, non, quand vous regardez sur le mur, vous voyez au moins quelques traces. Et il dit, oh non, on ne voit pas du tout de traces. Vous comprenez? Ça devient donc une chronique, si vous voulez. La chronique, tout ça, c'est pratiquement un peu donc bizarre. La plainte donc, automatiquement déposée donc, ne concernait pas directement donc, la découverte, si vous voulez, donc, des armes, vous comprenez? Voilà. Le motif politique plausible ici, l'éviction donc rapide de M. Mangwa a permis donc de nommer donc un administrateur provisoire du conseil régional. Donc automatiquement, tout s'est passé rapidement. Hein? Automatiquement, on découvre. Le monsieur appelle la gendarmerie appelle le procureur amène des gens pour visiter rapidement, automatiquement, une procédure, on ouvre une procédure contre lui. Quelque temps après, il est jugé, il est condamné à 5 ans et quelque temps après, on nomme un administrateur provisoire donc, du conseil régional. Voilà un peu donc le dossier de Jacques Mangwa. Vous comprenez? C'est une évolution, donc je sais ensuite. Il a eu donc une mise en liberté donc provisoire, puisque comme ça se passe. Après donc avoir passé donc 2 années, je pense que c'est ça, c'est en 2000 choses, oui, c'est ça, 2 ans, c'est ça, 2019, à peu près 2 années. Mais il a donc une liberté provisoire aux environs donc de mars-avril. Vous comprenez? Et je crois que c'est en septembre, non, c'est en novembre. Le 25 novembre 2022, sans qu'il n'ait été lui-même pleinement réhabilité. Et il est décédé. Vous comprenez? Ce qui m'a fait réellement mal dans cette affaire, c'est qu'on n'a jamais eu donc la possibilité de donner donc la parole à M. Jacques Mangwa
de dire sa part de vérité. Puisque une fois qu'on on vous fait sortir pour une liberté provisoire, on vous dit ce que vous devez faire, vous ne devez pas du tout parler à quelqu'un ni à la presse. Vous comprenez? On l'a attrapé, on l'a mis en prison, il n'a pas eu le temps de se défendre. Bon, certes, il y a eu un procès en catimini, vous comprenez? Il n'a pas eu réellement, ce sont ses avocats qui ont parlé pour lui, vous comprenez? Son petit frère a parlé pour lui, les autres ont parlé, mais lui-même, il n'a pas eu donc le temps nécessaire d'engager. Nous l'avons eu, il avait dit qu'en fonction de ce qui est en train de se passer, pour le moment, il attend donc de voir un petit peu avant donc de parler. Vous savez, parfois, les politiciens africains, ils ont parfois peut-être raison. Mais des fois, dans cette chose-là, il faut peut-être voir loin. Des fois, parler, ce n'est pas mauvais en soi. Soit en parlant, ça peut vous condamner, mais parfois parler, hein, mettre votre version officielle devant tout le monde, ce n'est pas aussi mal que ça. Mais en réalité, voilà ce qui s'est passé, ladies and gentlemen. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, le procureur, lui, connaît vraiment, on parle réellement, on peut dire, mais de fil rouge, ce qui s'est passé. Donc, en 2019, le procureur donc, Adobouaké a donc apporté donc, des accusations donc, dans l'affaire de Mangwa, refusant toute lecture politique selon lui. Aujourd'hui, il est procureur donc, du plateau. Il est connu hein, pour ses déclarations musclées et menaces donc, de poursuite contre tout citoyen ou acteur politique utilisant donc, des termes tels que Mossi ou étranger hein, pour désigner, donc, selon lui, d'autres personnes ou bien des Ivoiriens. Cette continuité, les gentlemen interroge. Et même, ce même magistrat, au centre donc, du dossier aussi sensible, toujours donc, dans des affaires à forte charge politique, avec un style offensif contre certains donc, opposants. Vous le voyez donc dans ces déclarations, hein, très offensif. On va vous mettre, voilà, je suis le procureur, tout ce qu'il fera, on va vous condamner. Donc, je parle des messages pour nos auditeurs avec tout ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il faut avoir peur? L'affaire, donc, Jacques Mangwa pose donc trois questions donc, essentielles ici. Un, la première question d'abord, la justice ou instrumentalisation de la justice peut donc qualifier donc de délit ou la simple présence d'objets chez vous comme signalé chez vous, même signalé par vous hein, aux autorités, comme, j'allais dire, on peut utiliser cela réellement contre vous. C'est-à-dire que vous allez chercher à l'acheter vous-même des armes de guerre. Vous mettez dans une niche et vous appelez la gendarmerie pour dire ah oui, oui, je viens d'acheter armes de guerre, j'ai mis dans la niche, alors venez. Ça ne fait pas sain, tous ces dossiers. Vous comprenez? Ensuite, on parle de la neutralité donc, du parquet. Lorsque même le procureur est impliqué donc, dans plusieurs affaires politiques sensibles, comment donc garantir donc impartialité? Effet donc sur la société, hein, ce que nous voyons, c'est une telle jurisprudence dissuade donc les citoyens à collaborer donc avec les forces de l'ordre et nourrit donc la méfiance j'allais dire envers donc la justice. Parce qu'en réalité, M. Jacques Mangwa, s'il aujourd'hui il a été condamné, il est mort aujourd'hui, en réalité, c'est parce qu'il a réellement a fait confiance à la justice. Vous découvrez un colis bizarre chez vous, vous appelez la gendarmerie alerte le procureur vient rapidement visiter les lieux, automatiquement, vous êtes inculpé, vous êtes condamné dans la semaine qui suit, et vous êtes jugé dans la semaine qui suit, à la va-vite, et puis vous êtes condamné à 5 ans donc de prison. C'est-à-dire, on n'a même pas pensé ensemble que c'est le président du conseil régional de Gbeke, c'est-à-dire un peu le gouverneur de la région de Gbeke. Automatiquement, jeté en prison comme un malfrat. Donc l'affaire Jacques Mangwa, cher ami, n'est pas qu'un vieux dossier judiciaire. C'est donc un cas d'école sur l'usage de la politique dans la justice, sur la notion donc d'infraction donc matérielle et sur donc le rôle des procureurs dans l'affaire hautement politisée. Le fait que le procureur, M. Koné, acteur clé donc de ce procès, soit aujourd'hui donc en première ligne dans d'autres dossiers sensibles à Abidjan, donc donne une dimension supplémentaire à la réflexion et à la continuité de certaines méthodes que nous sommes actuellement en train de voir.
Oui. Alors, donc de façon générale, ce qu'on peut dire, donc l'affaire Jacques Mangwa et la justice, où on peut parler de règlement de compte, pourquoi pas? Donc, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, dans cette situation aujourd'hui, je vous donc ramène donc sur un dossier qui en dit long sur la justice en Côte d'Ivoire et sur donc la manière dont certains procureurs deviennent donc des visages publics des affaires donc les plus sensibles de notre pays. En septembre 2019, ça de façon ramassée, M. Jacques Mangwa, vice-président du PDCI-ADA et président du conseil régional du Béquet, est donc à Abidjan depuis plusieurs mois. Dans son village de Nguessankro, hein, son gardien découvre donc un colis suspect. Près donc de 1000 munitions donc de guerre, des cartouches, on parle donc de machettes, une quarantaine de machettes. Que fait donc M. Jacques Mangwa dans ces conditions? Il prévient donc immédiatement donc le chef du village, le préfet, puis la gendarmerie. En clair, il agit comme on aimerait que tout citoyen agisse. Mais voilà, au lieu donc d'être considéré comme un plaignant, il devient donc l'accusé. Le procureur donc de Boaké, à l'époque, M. Kone Braman, ouvre donc une procédure donc de flagrant donc délit pour détention illégale donc de munitions. Et pour lui, c'est donc une infraction donc matérielle. Peu importe que vous imaginez la présence donc des armes, peu importe que vous les ayez donc signalées. Si c'est chez vous, c'est que ça vous appartient, c'est pour vous. Résultat, 5 années de prison ferme, 5 ans de violation donc de ses droits et du conseil est placé sous tutelle. Donc, le conseil régional est donc placé directement sous tutelle donc de l'État. Pour ses avocats, c'est clair. Il s'agit donc d'un complot politique pour écarter un élu gênant et priver donc le PDCI-ADA donc d'un bastion stratégique. Et voilà donc le plus troublant. Le même procureur, M. Kone Braman, est aujourd'hui en poste au Plateau et à Abidjan. Une affaire qui se passe à Yopougon, lui-même, il prend sur lui, devait sur lui un peu pour juger donc un dossier à Yopougon. On lui pose la question, il dit oui, je suis le procureur donc de Plateau, mais en tant que procureur de Plateau, tout ce qui est comme infraction, je peux m'auto-saisir. Comme si à Yopougon, il n'y avait pas du tout de procureur. Le même qui, à ces derniers mois, menace de poursuivre ceux qui employeraient donc des mots comme Mossi ou étrangers hein, donc dans des débats politiques. Le même style offensif, la même exposition médiatique, toujours dans les affaires à forte charge politique. L'affaire Mangwa, comme vous l'avez, pose donc 3 questions à tous les Ivoiriens. Peut-on être condamné hein, pour donc des objets qu'on a soi-même signalés aux autorités? Quelle impartialité attend lorsque donc les mêmes procureurs reviennent, j'allais dire, hein, sur tous les grands dossiers politiques sensibles? Quel message donc envoie-t-on aux citoyens? Coopérer avec la justice ou taisez-vous si vous voulez être libre? Voilà donc des questions. Monsieur Jacques Mangwa est décédé donc en 2022, il n'a même pas eu le temps lui-même de donner sa version des faits, sans avoir pleinement été donc réhabilité. Mais son affaire, elle reste donc vivante, parce qu'elle dit quelque chose de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Une justice, selon qu'on soit donc puissant ou gênant, peut protéger ou briser, cher ami. Donc, cher ami, c'est voilà un peu le dossier Jacques Mangwa. Donc, si on peut comprendre bien, c'est le dossier que nous allons mettre sur la table allant de ce dossier Jacques Mangwa, dans ce pays-là, dis-moi aussi aujourd'hui. Ah oui, vous êtes condamné pour ça. Hein? Ah oui, on dit petit Mossi, non, vous êtes condamné. Voilà. Petit étranger, non, vous êtes condamné. Petit Baoulé, c'est faire game. Petit Bété, c'est faire game. Petit Nyabois, c'est faire game. Petit Tata, c'est faire game. Mais dis-moi aussi, ou étranger, alors là, alors, vous êtes condamné. Hein? Vous êtes poursuivi donc par le procureur Braman. En Côte d'Ivoire, donc le Mossi, c'est pas là. Tandis que Baoulé, hein, cher ami, ou Sénégalais, c'est bon, voilà, on peut le dire, il n'y a pas palabre, c'est normal. Le procureur donc du Plateau, monsieur Oumar Kone Braman, le même qui a été donc présenté comme le bourreau de monsieur Jacques Mangwa, président donc du conseil régional du Béquet, hein, vice-président du PDCI-ADA, aujourd'hui décédé, hein, annonce qu'il poursuivra ceux qui ont dit Mossi ou étranger. Ah,
Mais, cher ami, mais lorsque donc le ministre Touré a pointé du doigt donc les Baoulés, c'est mots forts, Baoulé, dans ses discours, qu'a-t-on fait? Quand le député de Haut a parlé de Thiam en disant qu'il était sénégalais, il était étranger, en guillemets, mais on a enterré tout ça. Le procureur lui-même regarde d'un seul côté, et ça, c'est pas bon. Pourtant, donc, ces propos viennent donc de partout. Hein. Mais ce Tidiane, lui, il est accusé, il est traité donc d'étranger, des Sénégalais donc en public, silence radio. Donc maintenant, dit Moussi, c'est un délit. Mais dit Baoulé, c'est normal. Dit Sénégalais, c'est normal. Mais où allons-nous dans ce pays-là? Mais où allons-nous? Ce n'est pas normal, tout ça. En Côte d'Ivoire, on a donc instauré donc un nouveau code offensif, mais sélectif, hein, donc, et dignation donc à la carte, c'est clair. Sur quelle base légale le procureur peut-il donc menacer donc un Ivoirien qui parle donc de l'article 19? Ah, il emploie l'article 19 parce qu'ils ont tellement des articles. Comme le dit M. Tidiam Thiam lui-même, hein, ils ont mené donc des spécialistes qui fouillent tout ce qui est comme article pour trouver donc quelque chose pour pouvoir poursuivre donc les opposants, pour écarter la candidature donc du Tidiam Thiam. On a mené donc des experts, on dit regardez tout ce qui est un test de loi pour pouvoir écarter Tidiam Thiam. Donc, dans le cas de M. Jacques Mangou, on regarde tout. On allait trouver donc article 19. L'article 19 donc, de la Constitution donc, de 2016 protège la liberté de pensée et d'expression. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est clair. Mais cette liberté n'est pas absolue. Elle doit être donc exercée donc, dans le cadre légal, notamment pour éviter donc, des discours discriminatoires ou haineux. Ça, c'est clair. Et là, nous le savons. Hein. Et en droit pénal, cher ami ivoirien, la loi donc, du 4 août 2000, je crois c'est 2008, modifiant donc, le code pénal, punit donc, sévèrement donc, certaines formes du discours discriminatoire. Je pense que c'est ce que l'article dit. Hein. Punir certains discours discriminatoires, c'est bien que cela. Donc l'article donc, 200, hein, toute forme d'hostilité ou donc de haine envers donc, une personne ou une communauté, les gentlemen, pour ses motifs de tribalisme, de xénophobie, racisme, est possible donc d'une amende est possible donc de 5 à 10 années donc de prison et de l'eau d'amende. Voilà l'article que le procureur a invoqué. Les peines donc sont doublées si donc les propos sont donc diffusés par écrit, radio, télévision ou lors donc d'un rassemblement donc politique. Donc l'article 200-1 parle donc de la diffamation, d'injures ou de menaces à l'encontre donc d'un groupe ethnique ou religieux. Voilà. Voilà un peu donc le procureur qui devait appliquer donc la loi, tout ça. Là. Mais si on veut certainement aller au niveau des articles, cher ami, mais tous les Ivoiriens seront en prison. Le RDR devenir RHTP, tous les cas du RDR devenir RHTP devaient être en prison. Vous comprenez? En fait, c'est ça, c'est l'application sélective de la loi qui pose problème. Vous comprenez, les gentlemen? Le RDR devenir RHTP, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au moment où ils étaient dans l'opposition? Même au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ne disent pas, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Mais ceux-là, ils sont protégés. Il suffit que vous ayez donc le parapluie donc, du RDR devenir RHTP, vous êtes protégés. Mais vous êtes opposant. Ah non, on applique la loi au sens stricto sensu contre vous. On lit tout ce qui est article donc, de loi contre les opposants. Mais vous êtes au pouvoir, on a vu les Al-Mustafa venus sur la place publique menacer donc les chrétiens. Non, mais c'est normal. Ce monsieur, il est dehors. Parce que lui, il s'appelle Al-Mustafa, il ne s'appelle pas Kona, il ne s'appelle pas Digbe. Non, lui, il est dehors, il ne peut pas poursuivre. Même quand il est condamné à 5 années, il est dehors. La conclusion, cher ami, le procureur peut donc légitimement, réellement, il peut légitimement donc se baser sur ces articles pour poursuivre donc des propos visant donc une ethnie ou une nationalité, c'est clair. En revanche, s'il cible donc certaines personnes, voilà, ici c'est un mot comme Mossi, sans appliquer donc la même rigueur à d'autres baoulés ou sénégalais ou autres, cela semble donc relever donc d'une application sélective de la loi, posant donc un problème d'équité devant donc la justice. Voilà où nous avons un problème. C'est-à-dire quand vous voulez appliquer la loi, il faut l'appliquer au sens stricto sensu. Vous comprenez? Si vous dites qu'on a dit Mossi,
hein, que c'est contre, comment on appelle ça, c'est injure, c'est insulte. Alors quand on dit baoulé aussi, ouais, sénégalais, c'est aussi insulte. Vous comprenez? Ce ne sont pas les baoulés qui ont créé le mot aussi, hein. Ils sont venus avec eux-mêmes les langues gourmanché, mossi, voilà. Alors pourquoi on dit celui-là mossi, petit mossi, ça veut dire qu'on a insulté quelqu'un et c'est vraiment dangereux. Mais je ne comprends pas cette affaire-là, je ne comprends pas, hein, cher ami. Ah, c'est quand même extraordinaire. Et je comprends pourquoi il ne veut pas du tout partir du pouvoir. Vous comprenez? Donc, ça, c'est situation, cher ami. On va parler donc de. euh, alors, cher ami et auditeur, donc, dans cette situation, en Côte d'Ivoire, on dirait qu'il y a donc un code pénal, mais à géométrie variable, au vu de ce qui se passe. Aujourd'hui, 10 Moussi, c'est grave, mais 10 Baoulé, 10 Sénégalais, 10 BT, ah, ça, il n'y a pas là-bas. Hein? Ça, c'est clair, il n'y a pas là. Regardez bien, cher ami, avec tous ces gens de bas. Le procureur donc, du plateau, M. Oumar Kone Brahman, le même qui a donc poursuivi M. Jacques Mangwa, président du conseil régional donc, de Boaké, vice-président donc, du PDC IADA, il est sorti ici pour dire, hein, cher ami, hein, je vais donc poursuivre tous ceux qui ont dit Mossi ou qui ont dit étranger. Ceux qui ont dit Mossi ou étranger. Ah bon? Mais quand donc le ministre Touré, en plein discours, a pointé donc du doigt le baoulé, les doigts, qu'a-t-il fait? Quand le député, hein, donc Samuel Doho, maire, a parlé donc des Sénégalais, hein, en parlant des Thiam, quel est donc le dossier qu'on a contre lui? Et pourtant, ces paroles-là, on les entend donc dans tous les camps. Le RDR est devenu un RHP. Même Tidiam Thiam a été traité donc d'étranger, des Sénégalais, devant tout le monde. Et silence radio. Pas de communiqué, pas de menaces. Le PDC-RDA même avait demandé au RHTP donc de présenter des excuses ou bien de prendre à contre-pied un peu ce que son ministre a dit, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit, ils sont au pouvoir, ils sont protégés. Alors, faut-il donc comprendre c'est ici que dit moi aussi c'est rien, c'est la haine, et dit Baoulé sénégalais, c'est très bon. Où on va là, cher ami, dans tout ça? Ce n'est pas juste donc une petite jalousie, hein, devant donc le succès, j'allais dire, historique de la marche donc de l'opposition ici. Ah, ladies and gentlemen, cette situation nous amène à nous poser beaucoup de questions. Hein. Maintenant, cher ami, parlons du procureur. Maintenant, parlons donc loi. Le procureur peut-il légalement, cher ami, hein, menacer un Ivoirien? Oui, mais pas seulement pour dire moi aussi. Yeah, les tests sont là, les tests existent depuis 2008, donc le code pénal est clair. Oui, le procureur peut poursuivre les gens pour des propos racistes et tout ça. Mais tout ce que nous disons, ce que tu appliques à Pierre, il faut appliquer à Paul. Vous comprenez? Et quand tu ne le fais pas, c'est ce qui pose problème, ladies and gentlemen. We cannot accept that. This is the problem here. You know, vous devez donc appliquer de façon transversale la loi. On ne peut pas appliquer sa géométrie variable. Alors, je suis allé, là, j'ai la belle Eugénie est là, je suis allé draguer la belle Eugénie, elle a refusé. Alors donc aujourd'hui, je vais appliquer la loi contre elle. Vous comprenez, ce n'est pas normal. Et ça, chers auditeurs, c'est dangereux pour la démocratie, les gentlemen. We cannot accept that. On parle de démocratie, on parle de droit. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on veut ici? Une Côte d'Ivoire où la loi protège donc tous les citoyens, quelle que soit donc leur ethnie. C'est ce qu'on veut. On veut une Côte d'Ivoire où le procureur choisit, hein, qui il ne choisit pas certainement qui punit, hein, il choisit pratiquement ceux qui ont commis donc des infractions, que vous soyez de votre camp ou pas. Moi, je vous le dis, cher ami, dans cette situation, une justice qui ferme donc les yeux sur, pour certains et qui frappe d'autres, ce n'est pas donc une justice, c'est la politique déguisée donc en justice, ladies and gentlemen. Et ça, mes chers amis, hein, alors n'oubliez pas nous signaler, hein, mettez les like, love, sinon ils vont nous couper. Hein. Ils avaient déjà commencé à nous signaler. Hein. Donc si vous êtes là, mettez donc les likes et puis partagez donc le show. Vous ne le faites pas, on vient de me signaler. Hein, voilà. Donc, chers amis, essayez de mettre les love, les likes en même temps pour protéger le show. Il nous reste encore quelques 10 minutes afin que nous puissions terminer. Je ne sais pas si les gens nous ont déjà même coupé. Hein. Alors, je me pose donc la question aujourd'hui, hein, monsieur le procureur. Si vous appliquez donc l'article 200 du code pénal, il faut l'appliquer pratiquement pour tout le monde. Voilà tout ce que nous demandons, les gentlemen. Hein. Alors,
Merci beaucoup, hein. Vous voyez que nous sommes déjà menacés de couper certainement notre live, ladies and gentlemen. Alors, il faudrait que je puisse réellement revenir donc sur un autre point rapide, ladies and gentlemen, et puis nous allons donc clore un peu donc le dossier. Alors, on me signale que nous avons donc un autre rendez-vous, un autre coup de fil. Mais avec tout ce qui est en train de se passer, ladies and gentlemen, nous vivons donc dans une situation donc très difficile au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Et nous devons donc faire beaucoup attention. Si nous ne le faites pas, hein, nous n'aurons pratiquement plus de pays, hein, les gentlemen, dans cette situation. Hein. Les choses restent donc beaucoup plus compliquées. Hein. Alors, il faudrait que je mette, voilà, mettez rapidement mon téléphone là, et puis, ladies and gentlemen, oui, definitely gonna have, on va essayer de clore donc le show. Voilà, c'est clair. Alors, merci. Merci. Alors, ah ouais, non, je reviendrai tout à l'heure. Hein, voilà. Non, non, non. J'ai un rendez-vous, cher ami, que nous devons donc partir donc très rapidement. Hein, mais mon partenaire donc m'appelle. Nous allons essayer. Donc, cher ami, pour conclure avec tout ce qui est en train de se passer, je vais donc faire parler donc du dossier Jacques Mangwa. À vous-même de nous dire exactement ce que vous pensez donc de ce dossier. Alors, pour finir rapidement, ceux qui viennent d'arriver en début donc d'émission, nous avons donc parlé, hein, d'une situation donc au niveau donc de la Côte d'Ivoire, et je vais rapidement, pour ceux qui viennent donc d'arriver, expliquer un peu. Hein. Chers auditeurs, donc je vais vous parler donc de la confidence que monsieur Ouattara aurait donc faite à monsieur Soro Guillaume. Une confidence explosive attribuée donc à monsieur Konaté Zie Aboubakar, qui parlait donc de M. Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que de M. Alassane Dramane Ouattara, ce qui oppose M. Soro Guillaume à M. Alassane Dramane Ouattara? Konaté Zie Aboubakar est un proche de M. Ouattara. Voilà ce qu'il dit. Selon lui, tout le différent entre M. Soro Guillaume et M. Alassane Dramane Ouattara repose sur une seule chose, l'ambition donc de M. Ouattara de rester donc au pouvoir vaille que vaille. Il veut donc rester au pouvoir à vie. Oui, vous l'avez bien entendu, M. Ouattara veut rester au pouvoir à vie. Selon M. Konaté Zie Aboubakar, raconte que M. Ouattara aurait donc proposé à M. Soro Guillaume de renoncer à toute candidature et de se rallier à lui avec promesse, j'allais dire plutôt avec illusion, voilà, de lui donc transmettre donc le pouvoir un peu plus tard. Ce que Soro Guillaume aurait donc refusé, aurait dit que c'était dangereux. Voilà ce qu'il aurait dit en substance à Soro Guillaume. Il dit, tant que je suis président, ni Laurent Gbagbo, ni le PDCI-RDA ne reviendront au pouvoir. Tant que je suis au pouvoir, ni Laurent Gbagbo, ni le PDCI-RDA ne reviendront au pouvoir. Donc face à cela, Soro Guillaume aurait donc répondu non, que c'est dangereux. Avec un tome ferme, M. Soro Guillaume fermement s'est fermement donc opposé à cela. Et vous savez, M. Ouattara n'aime pas trop la contradiction. Pour lui, Soro Guillaume dit c'est très dangereux. Il dit c'est ce non, selon lui, qui a donc déclenché la rupture entre M. Ouattara et Soro Guillaume. Dès lors, M. Ouattara, ne supportant pas donc la contradiction, aurait donc engagé donc une série donc de guerres pour l'écarter, attaques politiques, campagne, pour le discréditer, même des conditions humiliantes que tout le monde connaît, comme nous avons vu. Et certaines personnes tentaient donc de régler donc le problème. M. Ouattara aurait donc proposé à M. Soro deux conditions. La première condition, qu'il renonce à se présenter à toute élection, et la deuxième condition, qu'il Soro Guillaume présente donc des excuses publiques, hein, publiques, et ensuite que à Soro Guillaume de réintégrer le RDR devenir RHCP. Soro Guillaume ayant donc refusé, donc le bras de fer est devenu donc total. Voilà un peu au vu donc de ce qui est en train de se passer. Mais, chers amis, comme je l'ai dit, je ne prends pas du tout les propos donc des rebelles, d'anciens rebelles, comme des arguments. Mais quand ça, ces propos, c'était donc il y a pratiquement 5 ans. Au vu de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas accorder un petit crédit aux propos de Konaté Zie Aboubakar? Selon lui, M. Ouattara aurait dit que tant que lui, il est là, tant qu'il est président, ni Laurent Gbagbo, ni le PDCI Saïdi, tout candidat du PDCI arrivera encore au pouvoir. Je répète, ni Laurent Gbagbo, ni un candidat du PDCI n'arrivera au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire? Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé donc son troisième mandat et qui motive aujourd'hui son quatrième mandat? Parce que selon lui, M. Laurent Gbagbo, M. Otiam ont des meilleures chances d'arriver au pouvoir. Et n'ayant pas envie donc de perdre le pouvoir, il fait tout pour la conserver parce qu'il veut mourir au pouvoir. This is what's going on in the Ivory Coast. Yeah.
Merci beaucoup, cher ami. Et puis, rendez-vous pour notre émission de Jacques Roger Show. Demain, on aura donc le docteur Eric Eddy. Avec le docteur Eric Eddy, on parlera un peu des conséquences aussi de la rébellion. Donc, demain, avec le docteur Eric Eddy, je crois que je dois reconfirmer donc l'heure, soit à 15h GMT ou à 16h. Donc, entre 15h GMT et 16h, soyez donc à l'écoute. Le docteur Eric Eddy viendra nous parler encore, surtout encore quand nous allons continuer le débat que nous avons commencé donc la semaine dernière, parler des conséquences de la rébellion, comment les idées de la rébellion pratiquement aujourd'hui infecté notre espace, notre vie. On parle aujourd'hui en dosocratie, c'est-à-dire ce n'est plus la démocratie, c'est la dosocratie qu'on pratique au pays. Ces idées de la rébellion, leur idée, c'est ce qui est tellement en train d'appliquer au niveau de la justice, sur tous les pouvoirs. C'est les idées qu'ils avaient eues dans la rébellion et c'est ce qu'ils sont en train donc d'appliquer. Comprenez, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de mettre en place bon à mal. Voilà, donc avec le docteur Ikedi, on parlera un peu donc de tout ça. Merci beaucoup, cher ami. Merci à notre sœur Eugénie, toujours présente, qui nous soutient beaucoup. Merci aussi à Célestin Mélédje. J'espère que vous portez très bien. Honorine Kwadjo, bonjour. J'espère que vous portez aussi très bien. Au revoir et puis rendez-vous à une autre émission avec le docteur Ikedi demain. Au revoir. Et puis, ladies and gentlemen, we're definitely going to have a show tomorrow. Okay, thank you very much. And I will get back to you tomorrow. And hopefully, we're definitely going to have a great show tomorrow again. I don't know if I'm very optimistic about what's going on here in the Ivory Coast, but what's going on here? I don't know. I don't know what Mr. Ouattara is going to do tomorrow. I don't even know. It's very dangerous to be in that situation. Very confusing. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? There's nothing we can do at this point. Or maybe when I say there's nothing we can do to control what Mr. Ouattara is going to do. But in our part, there's a lot of stuff we can do. Stay together. And I believe on peut certainement réussir à vaincre l'autocrate. Merci et au revoir.